Et bah donc je suis Aurélien Denas. Depuis un certain temps, je navigue dans l'économie sociale et solidaire. J'ai commencé en tant qu'accompagnateur à France Active sur le réseau France Active pour le financement de l'économie sociale et solidaire. J'étais délégué territorial de Haute-Seine Initiative pendant 5 ans, donc qui est le réseau France Active Initiative France, qui m'a permis de rencontrer beaucoup de projets, d'initiatives, d'élus, tout l'écosystème socio-économique, culturel, etc. de ce territoire-là, qui est le sud des Hauts-de-Seine particulièrement. Il y a maintenant 6 ans, je me suis pas mal intéressé, comme beaucoup d'autres, à tous les nouveaux formats de collectifs de travail, puisque c'est un peu mon sujet principal de travail, c'est comment on forme des communautés de travail et donc de vie, de fait, puisque le travail n'est pas décorrélé de la vie. Avec des collègues, on a donc monté Casako avec cette idée qu'on voulait réinventer nos pratiques d'accompagnement à l'entrepreneuriat, à l'économie sociale et solidaire et un peu sociale aussi, avec un espace au cœur de la ville, donc là à Malakoff, dans le sud des Hauts-de-Seine, un espace de 500 mètres carrés qui avait pour objectif à la base vraiment d'être un point d'accroche d'une communauté de travailleurs autonomes qui pouvaient en effet penser des choses ensemble, déjà se sécuriser collectivement, donc penser une communauté de travail résiliente, mais aussi lancer de nombreux projets pour la ville. Et de fait, au bout d'un moment, on est devenu une forme d'incubateur de projets territoriaux avec la ressourcerie qui est juste derrière Casako, qui est partie de Casako, d'autres tiers-lieux qu'on a lancés un peu à droite à gauche, à chaque fois avec des collectifs qui sont partis de cet espace. Donc c'est comment un collectif de travail peut progressivement par capillarité récupérer en effet des dynamiques citoyennes, enfin lancer des dynamiques citoyennes un peu partout sur son territoire. Les grands voisins, il y avait une centralité forte et un quartier entier. Nous, l'enjeu, c'est qu'on part d'un point et on s'agglomère un peu partout dans la ville et autour progressivement. Ça fait maintenant 6 ans. Un des gros points qu'on a travaillé, c'est en effet la gouvernance. On est une coopérative d'intérêt collectif, donc une SIC. Depuis le début, on est un format SIC avec cette idée que construire en effet une SIC, ça se fait avec un certain volume de sociétaires. Donc, je ne sais pas si tout le monde est bien au fait de ce qu'est une coopérative d'intérêt collectif. Vous avez peut-être eu des ateliers, je ne sais pas comment on dit chez vous, des ateliers sur le sujet. Non? Il y avait Enfin, eu, dites-moi. il y avait une session focus sur les modèles économiques, mais tout le monde n'a pas participé à cette session. Voilà. D'accord. Donc la SIC, c'est un format qui est un des formats les plus adaptés pour penser la gestion des communs, principalement des communs territoriaux, avec cette idée qu'on a des catégories d'intérêts divergents. Souvent, je prends l'exemple en effet du travailleur qui n'a pas les mêmes intérêts que le consommateur, qui lui-même n'a pas les mêmes intérêts que les représentants territoriaux, qui lui-même n'a pas les mêmes intérêts que les cofondateurs, que les mêmes intérêts que les bénévoles, etc. Et donc, on identifie bien un cadre d'intérêts individuels et catégoriels qui permet cette structure permet de les transcender avec un intérêt collectif défini collectivement où personne n'est majoritaire dans les décisions prises stratégiquement dans la coopérative. Donc, les catégories d'intérêts doivent débattre. On est vraiment une structure politique dans laquelle les catégories d'intérêts se rencontrent. Nous, on a en effet tous les usagers. Donc, on est 64 associés aujourd'hui. On a voulu assez vite être nombreux, avec bien sûr des niveaux d'implication différents. Mais donc, on a les usagers, les travailleurs qui sont soit des salariés, soit des prestataires. Mais la plupart sont usagers travailleurs. Enfin, on essaie aussi d'effacer les frontières de plus en plus. On a la collectivité, la mairie de Malakoff, qui est rentrée au capital l'année dernière pour nous soutenir et aussi pour nous faciliter le rachat de notre bâtiment. On a les cofondateurs, les co-initiateurs qui vont certainement disparaître cette année, dont je fais partie. Mais en tout cas, en termes de catégorie d'intérêt, l'enjeu, c'est qu'on tue les chefs, on tue les pairs progressivement et donc on s'auto-tue et c'est très bien.
Et la dernière catégorie, c'est les soutiens, c'est-à-dire toutes les personnes qui sentent qu'ils veulent que ce commun perdure, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt de travail, de consommation ou territorial. Donc voilà, ça c'est au niveau stratégique, la coopérative est constituée comme ça. Derrière, en effet, il faut bien faire la distinction entre la gouvernance et le travail. Au niveau gouvernance, donc on est une SARL, donc on a une co-gérance qui va certainement se transformer en conseil d'administration cette année, mais on a un atelier vendredi pour en parler avec tous les associés. Donc on a 2 co-gérants qui s'appuient sur un conseil coopératif. Donc on a beaucoup de différents types de conseils dans notre coopérative, mais le principal c'est celui-là, c'est 7 associés qui sont élus dans une élection sans candidat en assemblée générale pour représenter les associés tout au long de l'année. C'est tous les ans qu'il y a cette élection à toutes les assemblées générales. Et en fait, on est dans un processus tiers-lieu, c'est-à-dire qu'on teste constamment des nouveaux formats. Et donc, typiquement, l'élection sans candidat, les décisions par consentement, bien sûr, en conseil coopératif, les forums ouverts, on organise beaucoup de séminaires d'associés et on aime beaucoup ce format qui est un format démocratique où dans l'esprit, les associés peuvent amener n'importe quel sujet qui leur semble important pour la coopérative, pour leur intérêt ou pas, et on définit collectivement les sujets les plus importants. Et après, ça se répartit en termes d'ateliers dans l'espace. Il y a ceux qui papillonnent et il y a ceux qui restent sur leur atelier. Et à la fin, on a vraiment un compte-rendu exact de chacun des thèmes qu'on utilise après en assemblée générale pour prendre des décisions collectives. Voilà, donc ça c'est le format plutôt, on va dire, stratégique. Et au niveau opérationnel, donc on a la co-gérance, mais on a aussi en effet un ensemble de salariés. Et on a beaucoup travaillé aussi sur ces enjeux-là. Et nous, on n'est pas un chantier d'insertion comme le peut l'être la mine. On est plutôt des personnes qui sont des usagers, travailleurs autonomes, qui ont envie d'être en autonomie dans leur travail sans hiérarchie et qui s'organisent pour maintenir leur commun comme un supermarché coopératif. On prend souvent cet exemple qui commence à être assez connu. Chacun, en effet, peut participer à ce commun et on a un principe contributif où certains sont rémunérés économiquement ou en usage pour pouvoir maintenir ce commun. Donc, on a à peu près une vingtaine de contributeurs à travailler pour notre commun. En sachant qu'on a une équipe support, donc on a une coordinatrice de ce qu'on appelle la facilitation, qui est le métier qu'on exerce, c'est-à-dire de mettre en relation les gens, de faciliter le lien social au sein de l'espace et sur le territoire, de gérer l'accueil et de gérer toutes les merdes logistiques liées à un lieu comme le nôtre. On a une responsable animation et communication, qui est un autre aspect métier, qui est l'animation. D'avoir des événements qui permettent de fédérer en effet au sein de l'espace. Et on a une responsable administrative habituelle, on va dire, qui sont toutes, parce que ce sont toutes des femmes, en activité partielle, parce qu'elles ont d'autres activités à côté. Et souvent, ce sont des porteuses de projets où on se partage entre différentes entreprises de l'espace. Je n'ai pas trop précisé dans l'espace, donc on est 130 membres, à peu près une cinquantaine d'usagers tous les jours. On organise à peu près 10 événements par mois. L'année dernière, c'était 3500 participants à nos événements. Et ce sont des événements qui sont ouverts, même si c'est un sujet depuis longtemps, la mixité, l'ouverture, que comme tout tiers-lieu, on a un gros travail et ça dépend aussi de la façon dont est agencé l'espace, où est-ce qu'il se situe et de sa communication. Mais donc, c'est tout un travail, en effet, pour l'ouverture aux usagers et aux habitants de la ville. Quoi vous dire d'autre sur la gouvernance? Après, on a pas mal de questions. Hein. Ouais. Ah bah, allez-y. Si, déjà, la présentation était super, donc, mais on peut… C'est gentil, merci. Vous pouvez poser vos questions. Pardon, moi j'ai j'ai une petite question juste par rapport au lieu, j'ai pas bien compris. C'est un lieu et qui se développe un peu partout ou… En fait, on a
On a un lieu, donc une communauté, une coopérative, une communauté à un espace, donc Casako. On a eu des centaines de demandes de nous développer partout ailleurs, mais on n'a jamais voulu et on reste sur notre espace. L'enjeu pour nous, c'est qu'à chaque fois qu'on a des velléités de porteurs de projets internes ou de collectivités ou autres qui veulent lancer la même chose que ce qu'on a ici, on les accompagne sur l'émergence de leur propre dynamique avec une dynamique coopérative. Et c'est une autre marque, c'est une autre structure, c'est une autre gouvernance. On n'a jamais voulu faire de croissance interne d'autres lieux. On est très bien comme on est, même si ça facilite, bien sûr, d'avoir plusieurs lieux en une même coopérative. Mais nous, on considère qu'il y a des tailles sociales qui sont à ne pas dépasser. 130 membres, ça commence à être un peu chaud pour que les gens se connaissent. 64 associés, ça commence à être chaud un peu pour l'implication. Mais en même temps, il y a toujours la question de trouver la bonne taille démocratique, puisque la démocratie, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent, de temps, etc. Donc, comment on arrive à trouver un système qui nous permette de rester indépendant et avec une gouvernance liée à ce qui se passe concrètement en termes de vie dans l'espace, tout en ayant des tailles qui nous permettent de la démocratie. Et donc ça, après, je peux en parler pendant des heures, mais c'est la construction économique qu'on crée. C'est une vision vraiment coopérative, renouvelée, fondamentale dans les prochaines années, qui est de penser de la subsidiarité, c'est-à-dire on monte constamment d'un échelon complémentaire sur des structures coopératives mutualisantes à des bonnes échelles, donc l'échelle locale, l'échelle départementale, l'échelle régionale, l'échelle nationale, et de ne pas penser la facilité qui est d'avoir des structures intégrées qui intègrent toute la valeur ajoutée et tout le pouvoir dans une seule structure. Donc, on s'est forcé nous-mêmes à ne pas nous développer de façon inconsidérée, à rester sur notre espace, en sachant que moi, je suis mandataire d'autres espaces aussi, comme la Trésor, là, commence en septembre, ouverture au public, s'appelle la Trésor, latrésor.fr si vous voulez aller voir, et qui, elle-même, s'est montée à partir d'un collectif au sein de notre tiers-lieu. Alors, moi, je suis sur le prisme financier, enfin des flux financiers. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous percevez comme, enfin, quelle est l'économie en fait de ce projet, et après comment ça se répercute en fait sur la prise de décision. Tout à l'heure, vous parliez de la ville qui est intégrée donc à un comité, j'ai l'impression. Est-ce que du coup il y a une subvention derrière, et donc oui, vos partenaires financiers au quotidien, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on est juste partenaire financier et ça s'arrête là, ou est-ce qu'on est partenaire et donc il y a une implication au quotidien, sachant que j'ai l'impression que effectivement les personnes qui viennent travailler prennent évidemment part aussi à la gouvernance, mais du coup, enfin, quel est le rapport à tout ça? Et aussi l'économie contributive, vous en parliez un peu tout à l'heure. Comment ça se répercute aussi, enfin, c'est valorisé dans vos budgets? En fait, j'ai plein de questions, mais je vais déjà commencer par ça. Alors, on s'inscrit vraiment dans le cadre de la SIC, et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est-à-dire contrairement à la nature même des associations, la SIC a cette idée de constituer des fonds propres, c'est-à-dire d'avoir en effet du capital, des parts sociales, etc., qui permettent de capitaliser, donner de la sécurité économique à une structure partagée. Ces fonds propres qui donnent droit à la gouvernance. Donc, on est dans un autre paradigme que le paradigme associatif. On met du capital, même si c'est une personne est égale à une voix, qui est le principe fondateur des coopératives. Si on met une part sociale, donc si on a été validé en tant qu'associé par les autres associés, on prend part à la gouvernance de la coopérative. La mairie, quand elle a mis du capital, elle a mis 12 000 €, pour être tout à fait concret. Elle est rentrée dans un collège de vote, le collège de vote des partenaires, qui représente 20% des droits de vote. C'est-à-dire que la mairie a mis majoritairement, enfin pas majoritairement, mais ils ont mis, on va dire à peu près 35% du capital actuel, et ils se retrouvent avec d'autres partenaires dans un collège de vote qui représente 20%. Donc ce principe de collège de vote dans les SIC, c'est ce qui permet de pondérer
les tailles de catégories d'intérêt. Par exemple, tous les usagers, ça fait beaucoup et on a envie qu'ils ne soient pas majoritaires. Donc, on peut pondérer en effet cette idée qu'il y a d'autres catégories d'intérêt qui peuvent être moins nombreux, mais par contre qui peuvent avoir un pourcentage similaire ou assez proche. Donc, c'est vraiment pour penser ce truc-là. Et Enercop est assez intéressante aussi à analyser avec leurs 6000 sociétaires, comment eux-mêmes se construisent autour de ça. Donc, on est très peu subventionné. On a 6% de subventions à peu près dans notre budget. Le reste étant du chiffre d'affaires, c'est-à-dire nos résidents sont prioritairement ceux qui financent le projet coopératif. Après, on a un loyer très préférentiel de la municipalité. On paye 40 000 € par an et il faut les payer, hein, bien sûr, avec un budget à peu près de 200 000 € par an. Crise d'insertion, donc on a un équilibre assez fin entre des personnes qui sont des entreprises traditionnelles qui gagnent de l'argent et qui veulent participer à une dynamique coopérative collective et des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc sur des enjeux de portage de projets, de personnes très éloignées de l'emploi, etc. Enfin, pour avoir aussi cette mixité de public. Et c'est vraiment l'enjeu du tiers-lieu, hein, la mixité d'usage et la mixité de public. Et nous, notre choix, ça a été aussi de favoriser le chiffre d'affaires. L'année dernière, on a beaucoup travaillé pour essayer de rentrer plus de fonds en subvention. Sauf que le travail avec les collectivités a été très compliqué, puisque le processus tiers-lieu, c'est quelque chose qui essaie quand même de ne pas rentrer dans des cases de dispositifs, de déconstruire justement la logique des dispositifs. Et donc, ils nous ont trop demandé de rentrer dans des cases qui ne correspondaient absolument pas sur notre processus de construction du lien qu'on pouvait avoir dans une communauté de travail. Donc, on a refusé ces subventions en sachant que la mairie nous a installés dans cet espace depuis 6 ans. À la fin de l'année, on va devoir racheter le bâtiment ou il va devoir se passer quelque chose. Et donc là, actuellement, on est sur cet enjeu-là de financer un rachat du bâtiment. Et économiquement, comme on a raté, entre guillemets, et c'est nous qui l'avons raté volontairement, le lien avec les collectivités, on est en train de monter un projet d'habitat coopératif en surélévation sur le bâtiment qui va nous permettre de financer en fonds propres la continuité de l'activité sociale du tiers-lieu. Donc tout ça étant dans l'enjeu d'être autonome financièrement et de ne pas justement avoir une dépendance des financements publics qui est un cancer dans beaucoup de situations associatives. Ça nous permet d'avoir une indépendance et que les catégories d'intérêt puissent véritablement décider de leur destinée en fonction en effet des différents points qu'ils ont envie de mettre plus ou moins en avant. Je n'ai pas répondu sur l'économie contributive, mais là, c'est vraiment la différence entre la gouvernance et le travail. Nous, on pense qu'un citoyen dans une ville doit être en capacité de co-construire des communs. Et pour co-construire des communs, il faut avoir une répartition de valeur ajoutée. Si on construit des modèles économiques pour les communs, parce qu'il faut en construire, rien n'est gratuit, comment on répartit cette valeur ajoutée entre des gens qui co-construisent ce commun? C'est toujours le problème du bénévolat dans l'ESS aussi, qui est un vrai sujet. Comment on arrive à développer de la valeur ajoutée pour la répartir soit en usage, soit en argent auprès de gens qui veulent participer à ces dynamiques collectives. Okay. Alors, j'ai demandé la parole. Vous m'entendez? Ok, cool. Donc, merci déjà Aurélien pour toutes ces informations. Moi, je suis sur le prisme juridique. Donc, j'ai 2-3 questions, tu vois, que je vais poser directement. Donc, la première, c'est quel facteur t'a poussé ou vous a poussé au niveau de Casaco à opter pour la SCIC à votre forme juridique? Est-ce que tu peux nous parler un peu des avantages et des contraintes de ce modèle juridique pour ta structure en particulier? Et est-ce que vous avez déjà songé au collectif informel, peut-être dans une entité de ce que vous portez? Est-ce qu'il y a un collectif informel? Est-ce que vous avez pensé les impacts juridiques d'un collectif informel? Et voilà.
C'est ça les questions que je voudrais poser. Ok. Alors, le choix de la SIC, quand on a démarré, donc moi j'étais déjà un peu dans le milieu de l'ESS, à un moment on pensait pas mal créer une coopérative d'activité d'emploi, une CAE, étant donné le prisme qu'on avait qui était beaucoup plus d'envisager un collectif de travail. On a vu que en fait, on a été transcendés, nous, les cofondateurs, par des dynamiques qu'on avait vécues dans des tiers-lieux. On s'est dit, mais c'est une énergie de dingue. On a envie de pouvoir aussi mettre en œuvre cette énergie-là. Et donc, on est parti plus dans l'idée, en effet, d'un espace physique qui rassemble une communauté de travail. Et donc, est arrivé, ça fait depuis 2002, mais à ce moment-là, il y avait l'ouverture préfectorale. C'est-à-dire qu'avant, il y avait besoin d'une autorisation préfectorale pour lancer une SIC, ce qui freinait un peu le développement du modèle. Et à ce moment-là, c'était vraiment une ouverture et c'est un des moments où ça a vraiment commencé à exploser le format SIC. Et moi, je m'y suis intéressé jusqu'à en devenir, il y a 2 ans, le délégué national des SIC au niveau du mouvement des coopératives de travail. Ça a duré 1 an et demi. Et donc, ce sujet m'a intéressé sous l'angle de la démocratie et comment on organise en effet une organisation démocratique. On avait pensé aussi au scope, dans l'idée que peut-être si les salariés qui s'engagent le plus dans le tiers-lieu pourraient tout à fait aussi concrètement décider de comment en effet on mettait en œuvre le projet, sauf que ça a oublié l'idée fondamentale qui était la communauté de travail, pas salariée dans ce cas-là de la structure, et qui est indépendante, qui est autonome. Mais donc, comment on les rajoute, comment on les ramener en effet dans le projet. Et la SIC répondait à tout ça sur ces enjeux de catégorie d'intérêt et de minorité qui permet de construire des consensus. Sur l'idée du collectif informel, on est pas mal connecté avec différents collectifs d'entrepreneurs, d'indépendants, etc., dont un qui s'appelle HappyDev, qui est dans le milieu du numérique. Et ils sont constitués en effet en collectif informel sur le fait d'être en contact sur des réseaux sociaux et de pouvoir se donner des bons plans, etc. Très rapidement, quand on monte dans l'échelle en effet de la coopération, se pose la question du cadre, et c'est Lina Ostrom, que vous devez connaître sur les communs, qui disait qu'en effet, les communs devaient nécessiter un cadre très concret pour pouvoir en effet penser une gouvernance collective. Et donc, au bout d'un moment, on a tous besoin de savoir comment on prend des décisions, avec quelle façon de faire, comment on règle les conflits au sein du collectif. Et donc, le collectif informel est très intéressant quand on n'a pas d'enjeux économiques, quand on n'a pas d'enjeux fonciers, quand on n'a pas d'enjeux, quand on n'a pas vraiment de contraintes, on va dire, d'ordre financier. Mais quand on en a, il faut forcément poser quelque chose. Et voilà. Donc, nous, par contre, ce qu'on a envie de faire de plus en plus aujourd'hui, c'est de monter un échelon, comme je disais, entre différents tiers-lieux. Ça s'appelle A+, c'est mieux. Donc, on a lancé ce collectif de tiers-lieux et de facilitateurs de tiers-lieux maintenant il y a 1 an et demi. Et un des enjeux de ça, c'est de penser le travail à une échelle régionale, c'est-à-dire tous les facilitateurs de tiers-lieux, les animateurs de tiers-lieux, etc., qui pourraient eux-mêmes être travailleurs autonomes d'une structure régionale et pouvoir travailler dans différents lieux en fonction de support ou en tant qu'animateur, pour avoir un collectif qui soit justement plus large. Donc, en fait, on pense le collectif informel pour l'instant pour les facilitateurs de tiers-lieux d'Île-de-France, mais on est en train d'arriver cet été sur une coopérative. Parce que justement, on commence à avoir de l'argent qui rentre, des contrats, des demandes, etc. Donc, il faut qu'on commence à s'organiser. C'est possible d'avoir des informations sur le A+, c'est mieux, là, s'il te plaît? Je t'envoie tout de suite un PowerPoint, si tu veux. Ouais. Ça tombe bien, j'ai fait la semaine dernière. Et il y a tout le processus, justement, qu'on a vécu depuis 1 an et demi et qui permet de voir un peu comment on a construit ça. Mortel, merci. Ouais, merci. Du coup, moi, je vais enchaîner. Moi, c'est sous le prisme de la responsabilité. Là, tu as dit que du coup, là, en tant que co-initiateur, la question était aussi de s'auto-tuer pour après renouveler. Et la question, c'est aussi comment on se partage les responsabilités.
Et tu vois, nous, on avait identifié, nous, différents types de responsabilités. La responsabilité morale, juridique, financière, civile, émotionnelle, fonctionnelle et citoyenne. Par rapport à tout ça, est-ce que tu peux nous faire un petit quelque chose parce que voilà, c'était vraiment la question, et puis la responsabilité qui pouvait être un peu une notion un peu anxiogène, et qui pouvait peut-être être aussi, qui est aussi la responsabilité aussi associée à la liberté de pouvoir aussi faire plus, mais ça amène aussi plein d'autres choses. Et comment elle se partage? Est-ce c'est du volontariat, ou est-ce qu'à partir du moment où on est associé, on porte une responsabilité, et comment elle se traduit en fait, et comment vous avez imaginé, comment vous l'avez pensé au démarrage, quoi. C'est une excellente question, et c'est vrai que ce n'est pas un axe d'analyse qu'on a forcément tout de suite le partage en effet parce que la responsabilité, vous avez raison, c'est plein d'axes différents. Donc c'est une question auquel j'ai certainement pas mal réfléchi sans mettre ce mot-là. En tout cas, sur la responsabilité morale, c'est sûr que ça pèse énormément quand on est mandataire. Le principe de la loi française, c'est qu'on a toujours un représentant, ou deux ou trois, mais pas beaucoup plus, qui sont les mandataires, et qui sont les personnes responsables finales des choix de la structure. Donc ça pèse forcément sur les épaules de certaines personnes, et c'est la loi, et il y a plein de choses qui sont faites de façon en effet informelle. Mais encore une fois, quand on est en relation avec des partenaires, sur du contractuel, on se doit de créer un cadre, et la loi prévoit en effet qu'il y ait des personnes, souvent une personne, qui soit en effet responsable légal des décisions prises. Donc un des enjeux pour moi depuis le début, c'était on a beaucoup dans les tiers-lieux au début, en fait, à mon époque, en 2014, il y avait beaucoup de fondateurs de tiers-lieux stars. C'était vraiment le moment où on était sur des figures qui ressortaient, qui étaient mises en avant, Mutinerie, Remix Coworking, certains autres tiers-lieux qui ne disaient pas forcément leur nom. Et moi, je ne voulais pas du tout de ça. Donc tout le parcours qu'on a construit, c'est-à-dire qu'on aurait pu très bien construire une structure traditionnelle, on va dire, sans engagement, c'était de construire des contre-pouvoirs. Pour moi, tout le processus qu'on monte depuis le début, c'est un processus de recherche démocratique. Comment, en tant qu'initiateur d'une dynamique, on peut aussi travailler contre soi. Et ça, c'est dans le monde coopératif, on est assez fort. Il y a beaucoup de discussions autour de ces sujets pour quand nous-mêmes, on n'est pas d'accord avec l'avis de quelqu'un d'autre, qu'au moins l'autre personne puisse l'exprimer, et que quand il y a conflit, on ait un cadre dans lequel on peut échanger et trouver une décision collective qui va peut-être pas satisfaire quelqu'un, mais au moins qu'il y ait des endroits, en effet, où il puisse y avoir des discussions, des échanges, et aussi des contre-pouvoirs. Donc, depuis 6 ans, on essaie de ce qu'on appelle monter dans l'échelle de la collégialité, d'avoir de plus en plus de place du collectif dans les décisions, avec étonnamment les collectifs en place qui ne demandent pas forcément plus de responsabilité. C'est-à-dire, quand on a quelqu'un ou quelques personnes qui sont en responsabilité et en charge émotionnelle aussi, parce qu'on est clairement sur ces enjeux-là aussi, ça arrange bien les autres de se dire, en fait, tout se passe bien, il n'y a pas de problème, donc pourquoi nous, on aurait à plus s'engager là-dedans? Donc, comment nous, on arrive à vraiment acculturer au collectif, mettre en place des outils, mettre en avant des expertises techniques type budgétaire, etc., pour que les gens s'approprient aussi ces données-là, pour en effet que ça devienne un vrai lieu, un vrai espace politique avec des pouvoirs et du contre-pouvoir. Maintenant, je suis élu, mais comme Régis, je crois, à la ville de Malakoff. Et je découvre aussi tout la construction de la République sous sa dynamique démocratique. Et dans le mouvement coopératif dans lequel je suis très engagé, toute la recherche, c'est aussi depuis longtemps d'améliorer les processus démocratiques des entreprises.
Alors, on a un petit peu oublié ça au fil du temps, mais il y a beaucoup d'expériences comme les tiers-lieux et les SIC qui justement essaient de renouveler ça, mais d'avoir ce lien aussi avec des personnes qui sont au cœur de la machine républicaine. Ça permet d'avoir conscience qu'on peut toujours faire mieux en termes de partage de responsabilités. Après, c'est la question du budget. Quand on est des petites structures, c'est très compliqué à financer. Donc, il faut trouver les moyens de prendre ça sur son temps perso. Ça devient un peu l'aspect en plus de son travail, qui donne de l'âme d'ailleurs à ce qu'on fait, mais qui, malgré tout, est compliqué. Et il n'y a pas une peur que ça échappe? Enfin, parce que du coup, comme ça tourne, Si. parce quand on est cofondateur, co-initiateur, et à un moment donné, ça tourne et que ce qu'on a mis du temps à construire nous échappe parce que d'autres s'en emparent. Comment ça se passe? Ça se passe très mal pour la personne qui a initié. Mais on est exactement en train de vivre ça actuellement. Moi, je quitte mon mandat en septembre. Et là, actuellement, on essaie de penser le futur de la gouvernance. Et c'est sûr que pour moi, c'est compliqué parce que j'ai envie qu'il y ait un processus démocratique qui se mette en œuvre, mais je n'ai pas envie non plus qu'on détruise la vision culturelle que j'ai voulu mettre en œuvre sur les enjeux démocratiques et autres. Et en même temps, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau, il faut qu'il y ait du vide pour que s'installe quelque chose d'autre. Donc, quelle place trouver? Et ça, c'est un truc qui est très, très, très compliqué. Et tu touches du doigt là un des points clés, c'est la nature de l'humain en fait. C'est sa capacité à lâcher prise alors qu'il a un objet qu'il a formé. On parle souvent de bébé dans l'entrepreneuriat ou en général dans l'initiative. Comment tu arrives toi-même à te dégager en effet de ton bébé? C'est le principe aussi parental au moment de l'adolescence. Donc on peut faire des analogies fortes avec ça, mais je ne l'ai pas vécu, mais on se prépare bien quand on fait ce genre d'expérience. On n'endort pas beaucoup, on se pose plein de questions, c'est super dur psychologiquement, mais il faut le faire. Merci. C'est la victoire finale. Moi, j'ai le prisme initiative et propriété. Donc, je vais revenir un peu sur le début lorsque tu as présenté le projet. Comment est-ce que vous avez fait le choix de vous installer là? Est-ce que c'était plutôt en réponse à un appel à projet, à une commande publique ou privée? Est-ce que c'est vous qui avez repéré le lieu et avez décidé que ça pouvait convenir à l'action que vous vouliez engager? Et dans quelle mesure, au fil du temps, en fait, ces liens avec d'ailleurs, comment est-ce que ça influe sur la gouvernance, le lien avec la propriété? Comment est-ce qu'aujourd'hui, l'évolution du projet, elle va aussi peut-être faire évoluer la gouvernance et peut-être un peu distendre les liens avec la collectivité? Enfin, tu parlais aussi de prendre son indépendance vis-à-vis des subventions publiques. Est-ce que ça va impacter aussi ça va impacter votre gouvernance? Et l'autre question, c'était, alors désolée, je perds mes notes, c'était pardon, j'ai perdu ma dernière question, c'est pas grave, ça reviendra peut-être dans le fil de la discussion. Ouais, c'est super question. C'est assez historique hein, la construction entre la propriété et le pouvoir. Tout notre droit est fondé sur le pouvoir et la propriété. Donc, comment nous, avec les communs, on essaie aussi de déconstruire un peu cette dimension-là. On a des débuts de réponse qui sont vachement intéressants et nous serons la génération des communs. Donc c'est intéressant toutes ces explorations qui ont lieu depuis quelques années sur ces enjeux-là. Sur la propriété, donc actuellement, en effet, la mairie de Malakoff était sur une préemption du bâtiment pour détruire le bâtiment et en faire un quartier. Donc un peu comme les grands voisins. On a eu 3 ans avec l'EPFIF, l'établissement public foncier Île-de-France. Au bout de 3 ans, comme ça marchait super bien tout ce qu'on avait mis en œuvre et qu'on devenait vraiment un acteur incontournable de la ville, la mairie a racheté le bâtiment pour nous le mettre à disposition de façon onéreuse pendant 3 ans supplémentaires, ce qui nous donnait l'occasion de préparer un projet de rachat ou autre chose
qui nous permettrait de rester dans les murs et de continuer notre expérience sociale. Et donc là, on arrive au bout de ces 6 ans avec tous les enjeux stratégiques qu'on est en plein dedans. Donc ce que ça joue sur la gouvernance, c'est que la mairie est rentrée au capital l'année dernière, principalement pour amener des fonds nous permettant de capitaliser un peu plus et d'avoir plus de fonds propres à présenter aux banquiers, aux financeurs pour acheter le bâtiment. Elle veut récupérer 1,7 million sur le bâtiment. Le fait de mettre un tout petit peu de fonds propres pour récupérer 5,7 millions, ce n'était pas grand-chose. Et l'autre point, par rapport à l'habitat coopératif dont je vous ai parlé, c'est que si jamais nous développons un projet de surélévation avec de l'habitat, l'habitat coopératif, je ne sais pas si vous êtes un peu en phase avec ça, c'est des personnes qui ont une propriété partagée, ils mettent des parts sociales, ils sont propriétaires de parts sociales, ce qui permet d'accéder à non pas une propriété, mais en tout cas à une propriété de parts sociales avec un système de contrat coopératif comme un loyer qui permet de payer collectivement l'endettement et toutes les charges, etc. C'est un format vachement intéressant pour penser aussi une gouvernance au-delà de la copropriété, où il y a vraiment un vrai processus démocratique qui n'est pas non plus lié au tantième, mais qui est lié à une personne est égale à une voix, et avec une dimension de mutualisation très forte sans passer par des syndics comme ça se fait constamment. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à mettre des habitants dans la SIC, ils deviennent sociétaires de la SIC en capitalisant beaucoup parce qu'on va leur demander jusqu'à 20% du prix des appartements qu'on va construire au-dessus en part sociale, ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus facilement lever des fonds et nous endetter. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir faire rentrer dans la gouvernance les futurs habitants. Et là s'ouvre une conversation qu'on aura vendredi matin sur quelle place les futurs habitants auront dans la gouvernance. L'enjeu étant de certainement leur laisser 40% autour de ça des droits de vote, parce que c'est ceux qui mettront le plus d'argent possible. Là, on parle d'un capital à 500 000 euros. Et donc, pour l'instant, on n'a qu'un capital à 30 000 euros. Donc, voilà, ils vont mettre beaucoup d'argent pour habiter ici. Ce qui change les rapports de force. Mais comme on reste dans une dynamique coopérative, on arrive à rééquilibrer en effet les rapports. L'enjeu fondamental de ça, c'est aussi de penser le lien entre l'habitat et le travail. Et comment on pense des villages verticaux qui ne sont pas autosuffisants, mais en tout cas qui arrivent à mixer les usages. Avec des accès, bien sûr, entre les deux, des espaces partagés, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement. Même plus loin, et j'ai une dernière question, c'était je n'ai pas trop suivi les actualités à Malakoff, mais est-ce qu'il y a eu un changement de couleur politique et d'équipe municipale, et est-ce que ça influe aussi sur la manière dont vous interagissez avec la ville? Non, c'était pas vraiment prévu qu'il y ait de problématiques ici. Ça passe toujours large avec toute la gauche en fait qui se réunit dès le premier tour, et donc là on a été élu au premier tour à 64%, avec pas mal de nouvelles figures et une approche un peu plus citoyenne qu'avant. Mais c'est sûr que main d'œuvre en est un bon exemple, hein. On connaît tous, je sais pas, mais en tout cas c'est assez connu dans les espaces communs et les tiers-lieux. La problématique qu'ils ont eue au changement en effet de Majo il y a 6 ans et les problématiques qu'ils ont eues avec le maire, qui donc de fait a changé, et tant mieux pour eux. C'est ça qui est important pour nous. Alors je vais aller contre moi-même, mais c'est de dire que nos espaces ne sont pas des espaces militants, et ça c'est fondamental. On est des espaces politiques, c'est-à-dire que chez nous, il n'y a absolument pas de couleur politique majoritaire. Il y a vraiment le peuple de Malakoff qui se rencontre. Bien sûr, il faut qu'il y ait un usage de l'espace identifié, mais en tout cas, on ne veut pas être un lieu écologique, on ne veut pas être un lieu… Le seul sujet qu'on a véritablement, c'est comment on devient un lieu démocratique et politique qui parle des enjeux d'amélioration de la vie et du travail. Et donc de ne pas avoir une couleur politique. Et c'est pour ça que je sors de la gouvernance aussi, c'est donner de l'air à la coopérative ayant une position politique
militante, même si ce n'est pas le cas, mais en tout cas une position politique sur la ville. Merci. Bonjour, du coup je me permets de poursuivre la discussion avec pour ma part le prisme usager. Je reviens aussi sur ce qui avait été dit, notamment pour les questions d'habitat coopératif qui font directement écho à ce prisme-là. L'idée c'est de comprendre un peu mieux quelle est la place des usagers dans votre structure actuelle et future, même si ça a déjà été un petit peu évoqué, et de comprendre effectivement cette évolution, parce que pour reprendre un petit peu mes notes, en termes de capital, ils sont assez peu majoritaires, si j'ai bien compris. Et à l'avenir, s'ils le seront davantage. Donc, un petit peu savoir aussi les liens gouvernance usagers actuels et futurs. Ben oui, très bonne question. Pour les usagers, en effet, actuellement, c'est ceux qui fournissent majoritairement du chiffre d'affaires. En tout cas, on parle des résidents particulièrement, c'est-à-dire les personnes les plus engagées dans la dynamique communautaire. C'est pas forcément ceux qui mettent le plus de capital. Donc, il y a une décorrélation entre la fourniture du chiffre d'affaires et la capitalisation. La capitalisation, jusqu'à présent, ayant plus été par la collectivité, en effet, par les co-initiateurs, et par quelques partenaires, même si il y a la somme des usagers fait que avec 200, 300, 400 euros par-ci par-là, on arrive en effet à des trucs qui commencent à être intéressants. Et le rapport qui peut évoluer, c'est quand on fait rentrer très fortement en capital une catégorie d'usagers, en sachant que le capital est corrélé à la gouvernance. Voilà. Et je crois qu'on va devoir revenir bientôt. Il reste, tu avais une Régis, sinon, vite fait. Ben non, il est parti. Il est déjà parti. Merci. Merci en tout cas. Ouais. De rien. À tout à l'heure.